À la veille de la guerre, le 31 juillet 1914, la famille de Funès s'agrandit. Vient de naître un troisième enfant qu'on appellera Louis. Il y a déjà une fille et un garçon dans la famille. Le père, Carlos de Funès de Lagarza, a 43 ans. Il vient de s'improviser diamantaire, un métier qu'il adore. Les perles, les bijoux, les pierres précieuses sont les passions de Carlos. Il va de joaillier en richissime client faire son petit commerce. Jusqu'au jour où, confiant ses pierres à un amateur rencontré dans un café, il se fait voler son fonds de commerce. La guerre n'arrange pas les affaires. La famille de Funès s'éloigne de Paris dans une banlieue un peu plus reculée. Carlos n'abandonne pas ses projets. Émigré d'Espagne, où il était avocat, il sait qu'il lui faut persévérer et mettre son imagination à l'épreuve pour innover. Innover pour le père de Louis, c'est trouver le moyen de fabriquer des émeraudes synthétiques. Par un savant mélange de teinture, il cherche à reproduire la couleur naturelle de l'émeraude. Malheureusement, Carlos est daltonien et la qualité des pierres est loin d'être parfaite. Ce qui met souvent Éléonore, la mère de Louis, dans des colères effrayantes. Sa maman était une femme très simple. Sa maman lui ressemblait. Yves Robert. J'ai vu sa maman une fois, oui. Et il avait beaucoup pris à sa maman. Sa maman parlait tout le temps en faisant des jouffes, petite cuisine comme ça, avec un petit peu de soupe comme ça, vers chauffer. Il y avait une espèce de petites souris comme ça qui grignotaient. Et Louis avait dû beaucoup la regarder, sa maman. Parce qu'il disait toujours qu'il tenait ses colères qu'il avait en jouant, il les tenait de sa mère. Claude Jansac. Et sa mère était une grande colérique. Et lui, ça le faisait rire et il prenait une paire de claques quand il riait devant elle. Et il disait « Je m'inspire toujours de ma mère ». Louis a 25 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre, c'est la mobilisation générale. Réformé, il devrait échapper à la conscription. Il mesure 1,64 m. Mais la France a besoin d'hommes. Devant le conseil de révision, Louis pense qu'il n'y échappera pas quand il entend un officier parler de lui en ces termes dramatiques. « Oh, lui, il n'en a plus pour longtemps, on va le réformer. » Louis devient livide, il ne se savait pas malade, il rentre chez lui et raconte tout à Germaine, sa femme, qu'il a épousée 4 ans plus tôt. Germaine tente de le rassurer, elle lui conseille d'aller consulter un médecin. Le diagnostic est formel, Louis de Funès est en parfaite santé. Après enquête, on découvre qu'il y a eu une erreur de dossier. L'officier a confondu son cas avec celui d'une autre recrue. Il vient de vivre le premier grand gag de sa carrière. Mais l'histoire ne se terminera pas bien pour autant. La guerre n'épargnera pas Louis de Funès. Elle tuera son frère sur un champ de bataille des Ardennes. Il parlait beaucoup de son frère, parce qu'ils étaient tous naturalisés français, évidemment, et son frère est un des rares morts de la guerre de 39-40. Colette Brossé. Il allait très souvent sur la tombe de son frère. D'ailleurs, sa femme lui a fait faire la même tombe, parce qu'il trouvait ça très beau. Et il parlait beaucoup de son frère qui avait été tué à la guerre. Et il nous disait toujours, la tombe de mon frère est tellement belle, une pelouse et une croix, il n'y a rien de plus beau, que Madame de Funès a fait faire la même chose par respect pour ce que Louis disait. La femme dont vient de parler Colette Brossé n'est pas Germaine, mais Jeanne de Maupassant, que Louis épousera quelques années plus tard. Germaine et Louis vont se séparer. Nous sommes en 1942. Louis cherche du travail, il sait jouer du piano, c'est un atout, à condition d'accepter de travailler la nuit. Il trouve une place à Pigalle, dans un bar où les Allemands viennent profiter des filles et du champagne. Pianiste de bar à cette époque, c'est un métier dangereux. C'est qu'il jouait souvent avec un revolver sur la tempe. Colette Brossé. Parce qu'il était obligé de jouer ce que les clients voulaient.
et que les boîtes de nuit avec les Allemands qui avaient le droit d'y entrer pratiquement. Et il jouait avec un revolver sur la tempe quand ils étaient bien sots et qu'ils lui réclamaient Lily Marlène. Louis était bien obligé de jouer ce que ces messieurs voulaient. Et il a souvent joué avec un revolver sur la tempe. Louis a rencontré Jeanne le 20 avril 1943. Louis de Funès épouse Jeanne de Maupassant. Le goût du piano les a réunis. Lui, improvisateur diabolique de morceaux de jazz qu'il exécute comme des tours. Elle, remarquable pianiste classique, élevée à l'ombre des conservatoires. Ils auront 2 enfants, 2 garçons. Patrick, l'aîné, qui est devenu médecin radiologue, et Olivier, que vous connaissez mieux pour l'avoir vu jouer la comédie aux côtés de son père dans Hibernatus, par exemple. Et il a tenté de l'entraîner vers le cinéma, alors que Olivier ne rêvait qu'être pilote de ligne, ce qu'il est maintenant. Colette Brossé. Il avait des dons, il nous faisait rire quand il était tout petit. Alors on dit, il sera acteur. Mais non, en vérité, Olivier n'en a jamais rêvé d'être acteur. Il voulait être pilote de ligne, il est pilote de ligne. Le seul ennui, c'est que nous, on a déjà volé avec lui. Et quand il annonce le commandant de Funès vous parle, tout l'avion se marre. Après la guerre, la famille de Funès vit modestement avec les cachets que Louis peut rapporter en jouant du piano ou des rôles de figuration au théâtre. Il s'est marié très jeune, oui. Claude Jansac. C'est Jeanne, surtout sa femme, qui m'avait raconté qu'il vivait dans 2 petites chambres de bonne avec l'eau sur le palier. Mais il fallait qu'il ait une chemise propre tous les jours. Et il n'en avait jamais que 2. Alors elle passait son temps à laver ses chemises. Louis de Funès de Galarza. Les de Funès ne sont pas issus de la noblesse. Le nom composé vient du fait qu'en Espagne, on met toujours le nom des parents du père et de la mère. En revanche, l'origine de Jeanne vient d'une illustrée noble famille, celle de Guy de Maupassant. Que devaient penser les Maupassant de voir ce petit Espagnol faire vivre aussi pauvrement l'une de leurs nobles héritières? Je crois que ça a été très mal vu par la famille, du côté de Jeanne. Et puis tout s'est arrangé parce que vous savez, tout s'arrange quand on a finalement un gendre ou quelqu'un de la famille qui est une énorme personnalité. À ce moment-là, on trouve toujours tout bien. Musicien, ce n'est pas la carrière à laquelle se destine Louis de Funès. Sa vocation, le désir qu'il caresse depuis des années, c'est de devenir un acteur, jouer la comédie dans une troupe. Complètement, il ne pensait qu'à ça. Colette Brossé, qui avec son mari, Robert Derry, a été l'ami de la famille des de Funès. Et nous, on allait le voir jouer du piano parce que Robert le trouvait très drôle, même au piano. Et il disait à Robert, je voudrais tellement jouer, je voudrais entrer dans votre troupe. Il voulait entrer dans la troupe à l'époque. Il y est entré très vite et puis il était tellement remarquable, il était tellement né pour être acteur et pour être comique. Et puis il était déjà drôle au piano involontairement. Madame. Mais madame. Louis va entrer dans la troupe de Robert Derry et de Colette Brossé. Ensemble, ils feront de nombreux spectacles, dont Allez belle bacchante et La grosse valse. Et quand Robert a écrit La grosse valse, vraiment pour lui, parce que c'était vraiment un complet sur mesure, on lui a fait une danse espagnole, une rota et une sevillana qui dansaient comme un dieu. On aurait absolument juré un vrai danseur espagnol si
s'il n'eût été sa silhouette qui était comique, un vrai danseur espagnol dansant vraiment une rota et une sevillana. Et la salle s'écroulait parce que quand on fait authentiquement bien les choses, musicien comme il était remarquable. Mais c'est un comique spontané, brutal, subitement. Il était aussi... Il était comique, sa méchanceté était comique. Et ça, c'était terrible. En scène, il arrivait à jouer méchant. Mais sa méchanceté dominait. Et le comique dominait, bien sûr. Le comique de Louis de Funès n'est pas banal. Il s'inspire des grands comiques américains du cinéma muet. Je crois qu'il a renouvelé le comique français, justement dans le sens où nous, ce qu'on aime, c'est-à-dire pas tellement le verbe, il aimait pas parler, il aimait pas le comique de mots, il aimait cette espèce de retour en arrière au comique muet des grands Américains, puis des grands Français aussi, parce qu'il y a eu Max Linder tout de même. Et ça, il adorait ça. Il a tenté ce retour en arrière, de tuer le verbe, ce que Robert essayait aussi, et ce que Jacques Tati a réussi fantastiquement. Non, explique, attendez. If I go to the Turkish bath, I risk énormément. Yes, but if you go out, si vous sortez, the Germans, les Allemands, ils sont là, ils vont vous attraper, puis vous allez parler, et moi, I risk encore plus. Yes. Donc, I risk on the deux tableaux. Yes. Oui, mais enfin, vous dites toujours yes. Yes. Bah oui. Alors, écoutez, do you promise me que if I bring ici the big moustache, you partez avec lui? Yes. Mais définitivement. Yes. Bon. Alors, I accept to go to the Turkish bath, I accept the moustache, I accept tout, et puis you, attendez. You go là-dedans. You go là-dedans. Là-dedans. Immediately. Voilà. Don't move. Je reviens. I come back. Wait and see, please. En 1956, Louis de Funès a déjà dépassé la quarantaine. On ne peut pas dire que c'est un acteur qui ne travaille pas, il gagne sa vie honnêtement. Mais sa notoriété n'a rien à voir avec le talent qu'il met à progresser dans son art. Le destin va lui fournir l'occasion de se distinguer au cinéma. Claude Autant-Lara a acheté les droits de La Traversée de Paris, la nouvelle de Marcel Aimé. Jean Gabin sera la vedette. C'est décidé. Claude Autant-Lara veut Bourvil dans le rôle du lampiste en face de Gabin. Le producteur refuse, puis se laisse convaincre. Les personnages principaux sont distribués. Restent les seconds rôles. Alain Poiret propose Louis de Funès pour interpréter le personnage de l'épicier qui fait fortune au marché noir, sous l'occupation, en profitant des malheurs des autres. Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein. C'est la rue de Pic. Rue de Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps. Ah, bah ça fait pas de grosse différence. Oh. 2 bornes. Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein. Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme ou bonsoir. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation. C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs. 900 francs pour les deux, hein. Ce personnage est d'une méchanceté, d'un égoïsme. Mais ça, c'est gambergé par Louis. Hein. Yves Robert. Il ne l'a pas fait comme ça. Il l'a imaginé, travaillé, pensé, en disant une lentille, c'est une lentille. Si on prend une lentille, alors c'est... Si on met le doigt dans le sac de lentilles et que ça coule, c'est épouvantable. Un petit sentiment de rien du tout devenait une espèce de grande flamme, comme ça. C'est ce qui était beau. Hein. C'est pour ça que je m'en veux un tout petit peu, mon vieux Louis, je t'en veux un petit peu d'avoir fait une partie de ta carrière dans la gendarmerie. D'un petit rôle d'un second personnage, Louis de Funès en a fait un grand moment du cinéma français. Face à Gabin et à Bourvil, il se hisse au niveau des plus grands acteurs. À ce moment-là, on pourrait croire qu'il va devenir un comédien qui va se réaliser dans les drames et quitter ce burlesque auquel il tient tant et qui ne lui a pas valu beaucoup de notoriété auprès du grand public. C'était un caricaturiste dont le trait était très fort, comme Daumier. Yves Robert. Quand il nous racontait des histoires, il se mettait tout d'un coup à imiter la caissière d'un café
où il avait joué du piano, c'était extraordinaire. Tout d'un coup, on voyait un dessin se former comme ça, avec une violence et comme un trait dans du cuivre. C'était magnifique. En janvier 1961, un événement théâtral se prépare à Paris. Il ne s'agit pas d'une création, puisque la pièce avait déjà été jouée par Pierre Mondy et c'était les débuts de Jean-Paul Belmondo. Pour Louis de Funès, ce n'est pas un rôle inconnu, il l'a déjà joué en tournée avec succès. Un tel succès que Jean-Jacques Vital, l'homme de la famille Duraton à la radio, a décidé de chercher une salle pour monter le spectacle à Paris. Oscar va être présenté aux Parisiens. La pièce de Claude Magnier n'a rien d'exceptionnel. Il s'agit d'un imbroglio de boulevard, mais le spectacle prend une autre dimension quand De Funès investit le personnage avec une extravagance que personne n'avait jamais vue. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était prodigieusement inventif. Alain Poiret. Et sur un plateau de cinéma, ou comme sur une scène de théâtre d'ailleurs, quand il se mettait à jouer, à interpréter un rôle, tout d'un coup, il lui venait une idée. Et c'est évident que la scène en particulier d'Oscar, qui n'est pas une espèce de crise de folie, il imite le baron en tirant son nez, en le m'enlevant. Ça, c'est une de ses inventions, parce que personne n'avait jamais osé inventer ça dans une écriture ni dans la mise en scène. Il l'a complètement inventé. Puis il avait une façon de faire passer ses fous rires qui était géniale, parce qu'il arrivait à éclater de rire, et on pensait que c'était dans son jeu. Colette Brossé. Si jamais il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose de drôle en scène, qui avait une invention comique, il pleurait de rire. Mais comme la façon dont il riait faisait croire au public que c'était dans son jeu. Ça, c'était très habile de sa part. Louis de Funès va jouer Oscar pendant plus de 1000 représentations. Devant un tel succès, va germer l'idée d'en faire un film. Il faudra attendre 5 ans pour que Alain Poiret puisse monter la production avec Édouard Molinaro comme metteur en scène. Alain Poiret se souvient de ce tournage en évoquant la double personnalité de Louis de Funès, quand derrière l'acteur irrésistiblement comique se cachait un homme profondément angoissé. Quand il était angoissé, il était facilement quelquefois de mauvaise humeur, il était contracté. Je me souviens en particulier quand on a tourné Oscar, on a eu un très très gros problème. On tournait le film sur le plateau de Billancourt, dans le décor avec Molinaro, et puis tout d'un coup, Molinaro arrivait de me dire viens, parce que Louis ne veut plus tourner. Je trouve effectivement Louis qui tournait en rond sur le plateau avec l'éclairage de secours dans une atmosphère lugubre, et il me dit voilà, c'est très mauvais, tout ce qu'on tourne est très mauvais. J'ai un metteur en scène qui n'arrive pas du tout à ce que je fais, c'est pas possible. Donc le plus simple, on va arrêter. Je lui dis écoutez, il y a une autre solution que je vous propose tout de suite. Vous allez recommencer de tourner, vous allez voir, les choses vont se passer très bien. Puis au bout de quelques instants, c'est ce qui s'est passé. Puis j'avais été voir Molinaro, je lui dis écoute, je sais qu'il t'abuse follement de Funès, mais montre-le, parce que c'est vrai que quand on est devant le premier spectateur d'un acteur, c'est le metteur en scène, et si le metteur en scène n'a pas l'air de s'amuser, c'est terrible. Alors il l'a compris et les choses sont fort bien passées. Donc il avait des crises comme ça qui arrivaient par moments. Alors, le tout c'est de le prendre calmement et puis voilà. Ce qui vivait mal, c'était que les gens travaillent moins bien que lui. C'est-à-dire fassent moins d'efforts que lui n'en faisait. Colette Brossé. Parce qu'il en faisait énormément. Il n'était pas question d'heures de dépassement, il n'était pas question d'heures de répétition, il était question d'aller jusqu'au bout du travail. Alors quand il se trouvait face à des gens qui étaient un petit peu paresseux, un peu feignants, ça le mettait dans de très grande colère. De là est venue sa réputation de mauvais caractère. Louis avait mauvais caractère. Moi, je préfère dire qu'il avait un caractère réservé. Plus que réservé, complètement secret. Micheline Dax. Puis d'une inquiétude, d'une anxiété permanente. Mais vous savez, comme beaucoup de gens qui font rire, parce qu'il est vrai que faire rire, c'est presque une gageure, enfin, ça se démode, le rire, autant que les vêtements. Alors il était toujours angoissé à l'idée que demain, ça ne marchera peut-être plus. Alors c'est vrai qu'il était très, très difficile à suivre et à supporter, parce qu'il avait peur. C'était uniquement ça, sa vie. Et je crois qu'il s'est usé par la peur, ce garçon, alors qu'il avait un triomphe mérité, car vraiment, cet homme avait un génie en lui, c'est certain.
En 1963, Louis de Funès a déjà tourné 2 films avec Jean Giraud. Pouic Pouic et Faites sauter la banque. C'est à cette époque que le cinéma commence à s'intéresser à cet acteur au comique si personnel pour en faire beaucoup plus qu'un comédien original, une star. Parmi les multiples projets que Louis de Funès voit proposer, il en est un qui va changer sa vie. Du jour au lendemain, il va devenir le comique numéro 1 des Français. Jean Giraud vient lui proposer de tourner Le Gendarme de Saint-Tropez. Vous savez, on a habité le même immeuble à un certain moment. Micheline Dax. Alors on se croisait de temps en temps dans l'escalier. Et dès qu'il me voyait, il me disait « Oh, tu sais, j'ai un projet, mais je suis très inquiet, bien entendu. Parce que je ne sais pas si je dois le faire, si je dois aller au bout. » Et à un moment donné, c'était les gendarmes. Le premier gendarme, il me l'a annoncé comme ça, en courant, parce qu'il courait tout le temps. Tu sais, j'ai un projet, il paraît qu'il pourrait y avoir des suites. Tu te rends compte, si je le rate, la suite, je ne l'aurai pas. Et c'était le premier gendarme, vous avez vu qu'il avait raison d'être anxieux, ça s'est très bien passé. Avec Le Gendarme de Saint-Tropez, Louis de Funès devient une gloire nationale. La presse s'intéresse à lui, et lui ne s'intéresse pas à la presse. Les journalistes lui font peur. Louis de Funès, il fallait bien le connaître. C'était un être charmant. Michel Galabru. Les journalistes arrivent, nous tournions à Boulogne-Billancourt et brusquement, l'attaché de presse, monsieur Moineau, me dit « Ah, là, tu te rends compte, Louis vient de me renvoyer 2 journalistes. Tu comprends quand même, il se rend pas compte, etc. » Et puis je rencontre Louis qui me dit « Ah, je viens de foutre dehors 2 types, 2 machins qui m'ont embêté, machin, en parlant de la mort de Dario Moreno, qu'est-ce que tu veux que je dise ?» J'ai dit « Louis, j'ai compris. Tu étais embarrassé parce qu'on t'a tendu le micro et que sur Dario Moreno, toi qui es si gentil, qui a bon cœur, tu ne savais que dire. Tu es trop embarrassé et tu les as envoyés balader. Maintenant, ils vont retourner, parce que c'était leur travail, vont retourner bredouille, et ils vont aller dans leur studio, ils vont dire « Ah, on n'a pas pu avoir le truc, quel emmerdeur, etc. » Et ça, c'est idiot, parce que tu es l'homme le plus gentil que je connaisse, et c'est par timidité que tu as renvoyé ces gens. Tu n'avais qu'à dire « Ah ben oui, Dario Moreno, je ne le connaissais pas beaucoup, mais évidemment, sa mort matrice, on te demandait 4 mots, puisque tu es très célèbre, et tu ne les as pas donnés uniquement parce que tu as eu peur de dire ces 5 mots. Il m'a dit « Tu as raison, va me les rechercher. » J'ai donc recouru après ces journalistes, les ai ramenés, et il a fait son interview. Voilà Louis. Une autre série de films va contribuer à faire de Louis de Funès le comique des Français, Fantomas. Dans le rôle du commissaire Juve, il entraînera le film vers un burlesque inattendu pour un film policier. Paradoxalement, il n'a pas eu le film qu'il méritait. Il aurait pu faire 2 ou 3 grands chefs-d'œuvre. Il les méritait parce que c'était un merveilleux, un génial interprète. Et on le voit maintenant, hein, les gendarmes, ça a été un peu les pieds nickelés de l'époque, parce que tous les petits ont les gendarmes dans la cassette. Ce que je voudrais réaliser, c'est une sorte de Guignol pour grands enfants. Pour moi, c'est ça le cinéma. Mais pour jouer Guignol, il ne suffit pas de faire des grimaces. J'ai mis 20 ans à le comprendre et je fais de moins en moins de grimaces. Il faut autre chose, il faut une présence. Voilà comment Louis de Funès définit son art en 1965 en répondant à une interview du Journal du Dimanche. Il refusait totalement l'émotion. Colette Brossé. Totalement. Il trouvait que c'était trahir le comique pour lui. Il trouvait que c'était aller à la facilité. Il détestait qu'on lui demande un sentiment d'émotion. Et Dieu sait si dans la vie il était tendre. Mais il se refusait, il trouvait que c'était trahir. Faire de l'émotion pour lui, c'était aller à la facilité. Il ne voulait que faire rire. Gérard Houry lui a chopé un regard ému dans Rabbi Jacob, ce qui nous a beaucoup étonnés. Mais c'est très fugitif.
À un moment, je crois que c'est dans la synagogue, il a un regard tendre vers un petit garçon. Ça nous a beaucoup étonnés qu'il ait laissé passer ça. Il avait de la tendresse en lui, mais il voulait absolument pas s'en servir. En 1965, Louis vient de faire le Cornio avec Bourvil. Gérard Houry se souvient encore de ses fous rires sur le plateau. Où il m'a fait follement rire, c'est quand je le dirigeais, que j'étais assis, comme je le suis toujours, sur un petit cube, sous la caméra. Alors je me suis vu partir à 4 pattes, pour ne pas gâcher la prise, à 4 pattes, me faufiler derrière le décor, j'avais les larmes qui me coulaient des yeux, et lui, ça lui faisait du bien. C'est-à-dire de sentir que moi, je me tordais de rire, j'étais son premier spectateur, ça le dopait d'une façon formidable. De savoir qu'il me faisait rire, c'était bon pour lui. C'était bon pour lui, car même sur un plateau de cinéma, Louis de Funès avait besoin d'un public, d'un vrai public, aussi attentif qu'au théâtre. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, et puis voilà. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Alors, voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Je savais que dans certains cas, l'éclair, tout d'un coup, le moment où il allait faire le truc extraordinaire que personne n'attendait, il fallait attendre. Alors quelquefois, ça impliquait un grand nombre de prises. Et je me disais, oh, bah, quand même, on est à la 12e, à la 13e, est-ce que je continue ou est-ce que je me contente de ce qu'il y a? Et j'attendais les dents serrées et le sourire aux lèvres, ce qui peut paraître contradictoire, et ça se passait. Ce long travail que Louis de Funès devait accomplir avant de donner toute la mesure de son talent était comme une sorte de mûrissement. C'est pas un mûrissement, c'est que c'était sa mécanique interne. Il répétait ses places mécaniquement, mais au plan de son jeu, il se mettait véritablement en action quand la caméra tournait. Donc ça impliquait qu'à ce moment-là, il se perfectionnait petit à petit. Donc c'était d'ailleurs un problème, je dois vous le dire, parce que par exemple, dans les Bourvil de Funès, non pas pour le Cornio, parce que pour le Cornio, ils étaient séparés, il y en a un qui suivait l'autre, mais pour la Grande Vadrouille, où ils étaient toujours ensemble, Bourvil, qui était spontanément merveilleux, superbe aux premières, deuxième, troisième prises, il commençait à s'user, à se détériorer, parce que la spontanéité s'en allait, au fur et à mesure, au moment où Louis devenait parfait. Alors, je veux dire, il y avait un espèce de tape-cul, de mouvement de balancier auquel il fallait être très attentif, qui n'était pas très grave dans les chants contre chants, quand il y en a, bah bon, parce qu'il y a l'un donnait la réplique à l'autre, mais dans les scènes à deux, c'était certainement un problème. 11 millions de Français ont vu le Cornio à sa sortie. Lorsque Gérard Houry décide de recommencer avec Bourvil et de Funès, c'est la Grande Vadrouille. 13 millions de spectateurs se précipiteront dans les salles pour retrouver le tandem des comiques du cinéma français. Devant un tel succès, Louis de Funès est sollicité de toutes parts. On continue la série des Fantomas et l'on pense à la suite des aventures du gendarme de Saint-Tropez. Après le gendarme à New York, on imagine que le gendarme se marie. Il faut trouver une femme. Ce sera Claude Jansac, que Louis connaît bien pour lui avoir souvent demandé d'être sa partenaire au cinéma. Oui, c'est lui qui me demandait. Claude Jansac. Pour Oscar, c'est parce qu'il est venu voir la première pièce comique que j'ai jouée de ma vie, puisque je ne jouais que des rôles dramatiques.
c'était un fédo, c'était la dame de chez Maxime. Et il m'a d'ailleurs dit, mais je savais pas du tout que tu jouais des comiques. Je lui ai dit, bah, tu vois, moi non plus. Et il m'a demandé pour tourner avec lui dans Oscar. Alors j'ai fait les essais, ça a marché. Et après, on a fait les grandes vacances. Et puis, il a été question de la suite donc des Gendarmes. Pour le Gendarme se marie, quand ils ont écrit le scénario, il a dit, bah, il n'y a pas de raison. Je vais prendre Claude, j'ai l'habitude de travailler avec elle. En plus, il adorait travailler avec des gens qu'il connaissait bien. Justement parce que c'était un inquiet, parce que c'était un être perfectionniste, et puis il avait un petit peu peur des gens. Ce qui fait que c'était vraiment un travail en famille avec Louis, parce que non seulement avec Louis, et très très souvent Michel Galabru, mais la technique aussi. La technique, dans la mesure du possible, il avait les mêmes techniciens. Ah oui. Alors c'était vraiment un travail en famille, ça c'était merveilleux. Et puis je me souviens que j'ai tourné 3 jours dans La soupe aux choux, il m'avait dit ça m'ennuiera parce que t'es un petit peu comme une sorte de porte-bonheur. Le gendarme s'est marié en 1968. Étrange destin que celui de ce gendarme conservateur, vedette d'une époque contestataire, voire révolutionnaire. Claude Jansac restera pour les spectateurs la femme de Louis de Funès au cinéma, celle que le public continuera d'appeler Ma Biche. Ce surnom, Ma Biche, c'est Louis qui en avait eu l'idée. Oui, c'est lui. C'est dans Hibernatus. Il me dit, ça serait bien que je l'appelle comme ça, parce que tu vois, alors, il est amoureux de sa femme, alors un jour, il me dit, comment je pourrais t'appeler? Il cherchait Ma Biche. Oui, c'est bien, Ma Biche. Les inventions de Louis de Funès sont permanentes. Dans tous les films, il apporte des idées, à tel point qu'on peut se demander aujourd'hui si parfois il n'était pas tenté d'écrire lui-même. Non, à ma connaissance, non. Alain Poiret. Non, il a participé à certaines adaptations, oui. Il participe à beaucoup de choses, mais il ne m'a jamais dit qu'il voulait écrire un scénario proprement dit, et il ne m'a jamais laissé entendre qu'il avait intention, ni la moindre envie, de mettre un film en scène. Non, ça, je n'ai jamais entendu parler. Musicien, acteur, chanteur dans les comédies de Robert Derry, Louis de Funès avait de multiples dons. Et puis vous comprenez, cette vivacité physique. Vous savez qu'il dansait très bien. Micheline Dax. Il avait beaucoup de grâce. C'est très curieux, vous savez, ce sont des êtres comme ça, qui ont des dons multiples. Et il y en a un qui fera qu'il sera beaucoup plus connu que pour les autres. Mais en fait, c'était un merveilleux musicien, c'était un merveilleux acteur. Mais c'est vrai qu'il avait le don inné de faire rire, et de faire rire tout le monde, c'est-à-dire des enfants aux vieillards, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de limite. Il était très gentil, très compréhensif. Jamais il ne s'est laissé dépasser par sa célébrité et par le fait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Voilà, ça c'est quelque chose je crois qu'il ne l'a jamais atteint. Malgré ses colères, son caractère angoissé, Louis de Funès, dans la vie professionnelle, ne ressemblait pas à ses personnages. Il était plutôt bon camarade avec les acteurs. Alain Poiret. Il ne se préoccupait pas du tout, contrairement à la plupart des acteurs qui se préoccupent d'une façon formidable de leur place sur l'affiche. De Funès n'a jamais posé de problème. Il a toujours laissé passer Bourvil avant lui, de même que dans Fantomas, il a fait Jean Marais avant lui. Ça lui était complètement égal. Louis, il n'était pas du tout dans la vie comme il était au cinéma. Hein. Yves Robert. Dans la vie, c'était un homme très, très calme, très charmant, très doux, très simple même, chrétien. Il allait à la messe, Louis. Ça nous sidérait, nous qui étions des mécréants. On pensait qu'il était devenu un bourgeois. Mais il s'est servi de cette bourgeoisie, de cette observation des autres, de façon tellement magnifique que vive le bourgeois. Mais on l'imaginait à la messe, ça nous faisait rire. Parce que à la messe, il devait prier
Bien sûr. C'était un homme très respectueux, très timide. Gérard Houry. Il était un homme très religieux, il allait à l'église avec Jeanne tous les dimanches, et d'ailleurs il me faisait tort de rire parce que il allait à l'église, il avait une vraie foi, il croyait vraiment en Dieu, mais il se moquait de lui-même. Parce qu'il me disait, par exemple, j'ai été à l'église dimanche, alors j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, faites que mes chèques soient honorés, faites que ce soit payé à temps, faites que ce soit moi qui ai les beaux rôles, que les autres n'en aient pas. Bon, il s'amusait avec ça, il était très drôle, mais il était très drôle dans la vie d'une certaine manière, et drôle pas comme au cinéma. C'était pas le même sort d'humour. Il était très profondément croyant. Colette Brossé. Et quelquefois, je lui disais, tiens, j'ai pas été à la messe avec toi quand on tournait. Tu verras, les petits diables te piqueront le cul en enfer, il me disait. Sa foi était sincère, complètement. Au point de refuser certaines pièces où on parlait mal de Dieu. Et de très belles pièces de très grands auteurs. Marcel Aimé me dit un jour, dis donc Yves, tu connais bien De Funès? Oui. Tu voudrais pas lui faire lire Clérambault? Je dis, ben attends, explique-moi quand même. Il me dit, parce que je pense que De Funès serait un Clérambault extraordinaire. Yves Robert. C'est un cep de vigne, c'est un homme d'une pièce qui, dans la méchanceté, dans le plaisir de tuer des chats, aura la même force que quand il croira en Dieu. C'est parce que Clérambault, c'est un homme de conviction. Il est aussi violent en amour de Dieu que dans le désir de tuer des chats pour les manger. J'appelle Louis et je lui dis, Marcel Aimé voudrait... Il me dit, écoute, j'ai un bouquin qui t'a dédicacé. Oh ça alors. Je le sens assez bouleversé au téléphone. Je vais lui porter. 2 heures après, il me téléphone, me disant, je peux pas jouer ça, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi tu peux pas jouer ça? Il y a une putain, je peux pas jouer un film où il y a une putain. Je dis, mais attends, on a pensé comme ça que peut-être on irait peut-être demander à Simone Signoret de jouer La Langouste. C'est Marie-Madeleine. Tu as entendu parler, toi, de Marie-Madeleine, puisque tu es croyant et catholique. Comment c'est Marie-Madeleine? J'ai relis, tu vas voir, c'est la rédemption. Il relit, et le lendemain, il me téléphone, il me dit, non, je peux pas jouer ça, il y a une putain. Je ne peux pas entraîner les spectateurs qui ont confiance en moi, je ne peux pas les emmener au cinéma voir une putain. Et voilà pourquoi il n'a pas tourné Clérambault. Jeanne et Louis sont souvent allés passer des vacances au Cellier, un village sur les bords de la Loire. C'est là, dans le château de famille de Jeanne, qu'ils ont passé beaucoup de moments heureux. Or, en ce mois de janvier 1967, le château est à vendre. Louis est devenu célèbre, ses cachets sont ceux d'une star. Il veut acheter le château des Maupassant à sa femme. Il est vendu aux enchères à la chandelle. Au terme de la vente, Louis de Funès finit par devenir le nouveau châtelain du Cellier. La propriété aux 365 fenêtres est à lui. Il va pouvoir l'offrir à sa femme. Il avait acheté ce château vraiment par respect pour Jeanne et parce qu'elle y avait passé son enfance. Et parce que lui-même y avait passé beaucoup de vacances et pour faire plaisir à sa femme. Colette Brossé. Mais cet immense château qui était une splendeur, il l'avait tout de même un peu transformé en une maison de campagne de 6 pièces parce qu'il ne pouvait pas tout habiter. Alors, il y avait le chauffage central dans 6 pièces, il y avait une immense cuisine, je crois qu'on n'a jamais mangé dans la salle à manger du château. C'était immense. Il en avait fait une maison de campagne. Il n'occupait pas les lieux, évidemment. Propriétaire d'un parc et d'un domaine agricole de 150 hectares, Louis de Funès n'en change pas sa vie pour autant. C'était pas dans la vie un type qui avait de la démesure, dans la mesure où il y a une chose dont il avait horreur, comme pas mal d'acteurs, ceux qui ne sont pas cabots, il n'était pas cabot du tout. Gérard Houry. C'est que ça l'exaspérait quand il était dans une gare, dans un aéroport, et que les gens le reconnaissaient. C'est pour ça qu'il se mettait toujours une casquette enfoncée pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ça l'exaspérait que les gens guettent sur son visage des mimiques, ou les fameuses grimaces, qui étaient un mot qui l'énervait considérablement. Et ça l'énervait qu'on guette, qu'on attende qu'il fasse rire dans la vie.
Dans la vie, Louis de Funès aime à se comparer à un simple jardinier, le jardinier du château. Il a pris des cours de jardinage à Versailles. Il fait partie de l'association des Amis du potager du roi. Et par-dessus tout, il aime cultiver les roses. Et c'est un écologiste avant l'heure. Il m'avait raconté, il a fait venir, parce qu'il en avait assez des pucerons, de toutes les sales petites bêtes qu'il y a sur les roses, notamment, parce qu'il adorait les roses. Claude Jansac. Et il avait fait venir des coccinelles. Parce que je connaissais assez bien Louis, et je le connaissais surtout plus en tant qu'homme qu'en tant que comédien. Yves Robert. On avait une passion commune, c'est la nature. J'ai rarement rencontré un homme si près du vent, des arbres, de l'eau, des fleurs, des roses, des choux, que Louis. C'était un pêcheur à la ligne extraordinaire. Je prétends être plutôt un bon pêcheur à la ligne, mais à côté de Louis, zéro. Il avait la vraie patience des gens qui sont comme ça, remplis d'une force, car il avait une force physique extraordinaire de Funès. Et une grande patience. C'était pas du tout un homme acariâtre ni nerveux, non. Quand il était avec ses enfants et sa femme, c'était la douceur faite homme. Alors autant à l'écran, il était extraordinairement expansif et formidablement drôle, autant dans la vie courante, c'était quelqu'un qui était facilement un peu renfermé. Alain Poiré. Alors de temps en temps, quand on était un peu détendu, au cours d'un dîner, de ce genre, d'un coup il se mettait à... Et à ce moment-là, il pouvait être formidablement drôle. Mais c'était pas quelqu'un qui faisait un numéro constamment, comme il y a des acteurs qui, dans la vie constante, font un numéro permanent qui est le même que celui qui est à l'écran. C'était pas du tout le cas de Louis, pas le moins du monde. Louis ne supportait pas le calme. Il n'aimait que la démesure, et si certains partenaires n'avaient pas de démesure, il se chargeait ou de les larguer, ou de leur piquer le cul à un coup de botte, quoi. Oui. Et alors ça marchait bien, quoi. Il faisait rire quand il avait vraiment envie, mais c'était pas le bout en train. Il suffisait qu'on le regarde, alors simplement on lui demandait de nous dire quelque chose, ou tout au moins de nous faire comprendre quelque chose de drôle, il se refermait comme une huître. Hein. La reine d'Angleterre, lors de son dernier passage à Paris, était assise là. Elle était là, elle était menue. Le prince était là. Et alors, les enfants royaux étaient là, ils étaient comme ça. Puis, Au début des années 70, Louis de Funès retrouve Gérard Houry pour un nouveau film. Il devait avoir Bourvil comme partenaire, le rôle était écrit, et puis quelques mois avant de commencer le tournage, Louis apprend à la radio que Bourvil vient de mourir. Il appelle Gérard Houry qui lui confirme la nouvelle, il n'est plus question de faire le film. Son ami est mort, le projet avec. Personne ne peut remplacer Bourvil, et personne ne le remplacera. Mais le rôle sera réécrit pour une personnalité différente, très différente. Yves Montand sera le partenaire de Louis de Funès dans La Folie des grandeurs. Le film aura un énorme succès et certaines scènes de Louis deviendront des classiques. Et moi, il me faisait profondément rire. Yves Robert. Et je sais assez bien pourquoi. Il y avait dans son jeu, dans sa démarche, une sincérité absolue. Je me souviens d'un plan où, à travers une petite porte d'une prison, comme ça, où il y avait des barreaux, il devait dire oui. Parce que c'était un plan de couche. Et il l'a fait 5-6 fois, et on laissait la caméra tourner, et il me disait, non, celui-là n'est pas bon, c'est pas sincère. Et puis à la fin, il m'a dit un oui, enfin, mais celui-là est bien, c'est sincère. Donc, il n'y avait pas du tout chez Louis de gratuité. C'était pas sincèrement bête, c'était sincèrement inventé. Il savait qu'il était une source inépuisable de drôlerie, et de drôlerie, je dirais, noble. Micheline Dax. Ça n'était jamais vulgaire, regardez-le bien. Il n'est jamais ordinaire, cet homme. D'abord, c'est parce qu'il était sincère. Je crois que c'était sa façon. Il ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Il n'a pas fabriqué ce comique-là. C'est une force qu'il avait en lui et qu'il aimait partager. Je crois que c'est ça. Le comique de Louis de Funès passe par le geste, le comportement.
Ce n'est pas un comique de mots, c'est une sorte de langage universel que l'on comprend dans le monde entier. Les aventures de Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, la zizanie, le gendarme et les extraterrestres, Louis de Funès retourne sur les plateaux de cinéma. Avec ses colères, ses mouvements d'humeur et aussi ses petits gestes inattendus qui trahissent une deuxième nature qu'il ne veut pas montrer. Il était très bon, mais il le cachait. Il fallait pas que ça se voie, surtout. Claude Jansac. Il disait souvent les enfants, ça braille, c'est effrayant, etc. Et puis de temps en temps, quand on était en train de préparer un plan pour un film en extérieur, on cherchait Louis, et puis subitement, on le trouvait assis sur une chaise tranquillement, et il donnait les autographes aux enfants, et il faisait des pitreries, des grimaces pour les enfants. Et puis, il voulait rire de tout. Colette Brossé. Il envoyait des cartes postales à Robert, qui avait eu des petites alertes cardiaques à l'époque, où il lui signait en disant « Tiens, voilà mon électrocardiogramme », et il signait une ligne à plat, complètement. Alors, il plaisantait même de ça. Il voulait rire de sa maladie cardiaque. Il voulait surtout pas qu'on s'apitoie, surtout pas. Victime d'un malaise cardiaque au milieu des années 70, Louis de Funès avait suivi un régime et une convalescence qui, croyait-il, l'avait mis à l'abri de ce genre d'accident. Mais en janvier 1983, il attrape une mauvaise grippe. Tout le monde et sa famille d'abord avaient complètement oublié qu'il avait eu 8 ans avant un infarctus. Claude Jansac. Et puis, il est arrivé une chose stupide. Il adorait sa petite fille. Et sa petite fille avait été souffrante, je crois. Et ils avaient donc décidé d'aller un peu à la montagne. Et ils sont allés aux Arcs. C'est quand même, je crois, 1800 mètres, quelque chose comme ça. La petite a attrapé la grippe. Lui a attrapé la grippe de la petite. Et il s'est mis à tousser, à tousser, à tousser. Ils sont redescendus en catastrophe et continuaient à tousser en pensant que c'était toujours les restes de la grippe. Et en fait, un jour, alors qu'il était dans son château, il a eu le problème qu'il a emporté, quoi. On l'a emmené immédiatement à l'hôpital de Nantes, mais c'était trop tard. Louis de Funès nous a quittés à 68 ans, mais vous le savez, les acteurs ne meurent jamais. Ils sont là sur les écrans ou ils passent dans des films à la télévision. Et Louis de Funès est resté très présent dans le cœur des Français. Et d'ailleurs, Georges Craven a eu la bonne idée de créer les Louis d'Or qui récompenseront à la fois les acteurs les comiques ou les films qui vous ont fait le plus rire dans l'année. Pareil au César, pareil au Molière. On récompensera enfin ce qu'on appelait parfois l'art mineur, la comédie, et pourtant qui est si agréable. Eh bien, grâce à Louis de Funès, un acteur, une actrice, un auteur, un metteur en scène, un producteur sera récompensé avec ces Louis d'Or qui viennent d'être créés cette année. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop. Bye-bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.